Pour information, nous avons 43 personnes connectées. On va pouvoir commencer dès que vous le souhaitez. Je vais couper mon Quand vous micro. voulez. Je coupe mon micro et 5 secondes après, vous pouvez commencer. D'accord. Bien, écoutez, bonjour. Bonsoir plutôt. C'est Denis François. C'est à moi que revient le plaisir ou le privilège de décerner le trophée de la personnalité de l'année en matière d'expertise. Pour rappel, ça fait 4 ans que les rencontres nationales de l'expertise immobilière donnent ce prix. L'an passé, il avait été attribué à Coralie Couvré. Il a été attribué à Stéphanie, à Maurice de l'école, et j'ai été le premier à l'inaugurer. Cette année, le choix pour l'année 2020 du comité de pilotage des RNEI s'est porté sur Catherine Dargent, qu'on félicite chaudement. Alors Catherine, pour la résumer très brièvement, je laisserai la parole après. Alors déjà, on est désolé de ne pas pouvoir lui remettre son trophée en main propre, puisqu'il est en distanciel. Donc le trophée lui a été envoyé. Je pense qu'elle l'a reçu et qu'elle vous le montrera dans quelques instants. Catherine est expert judiciaire, expert immobilier à Paris. C'est quelqu'un, moi, dont j'ai suivi souvent les travaux en matière de, par exemple, de présentation sur les bilans promoteurs, de discussion sur l'épineux et polémique question des pondérations de surface commerciale. Elle a été présidente de RIX France. Alors c'est vrai que la profession, heureusement, se féminise. On a eu 2 femmes successivement présidentes de l'Institut français de l'expertise immobilière. On a eu une femme britannique présidente de RIX Monde, mais Catherine Dargent a été la première et l'unique à être présidente du Royal Institution of Chartered Surveyors, chapitre français. Elle a été ensuite présidente du comité d'application de la charte. Il faut savoir que le comité d'application de la charte réunit toutes les associations signataires de la charte. Il y en avait 14, puis 15, aujourd'hui il y en a 16. Ça fait un peu village gaulois, mais c'est vrai qu'on a une profession où il y a à la fois des gens qui ne font que de l'expertise et des gens qui font de l'expertise en parallèle d'autres activités. Et donc elle a géré avec beaucoup de talent ce comité d'application de la charte, qui est la réunion d'organisations quand même assez différentes et qui a été créé sous sa forme juridique. Avant, c'était une association informelle, juste avant que Catherine en prenne la présidence. Donc Catherine, je voulais te féliciter, être le premier à te féliciter pour ce trophée. Et si tu l'as reçu, tu nous dis quelques mots et tu nous le montres. Alors, je me suis entraînée à le passer devant voilà. Voilà, il est sublime. Je l'ai reçu par la poste il y a 2 jours. Je suis très touchée. Ça me fait très plaisir. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je suis vraiment touchée. Et puis je suis contente que ce soit toi, Denis, qui ait été chargé de me le décerner virtuellement. Voilà. Non, vraiment, ça me fait très plaisir et je voudrais en profiter pour rendre hommage à Yves Stervinou. Parce que je remercie les RNEI. On vit une période compliquée. C'est la 6e édition, je crois. J'en ai suivi 4. C'est la 4e que je suis cette année. Ce sont des rencontres qui sont importantes pour la profession, très sympas. Alors, c'est toujours beaucoup mieux quand on se voit, mais je trouve que c'est bien d'avoir relevé le défi cette année de le faire de manière digitale. C'est très réussi. Même si on préférerait largement partager un verre à Lyon comme on le fait d'habitude, mais voilà, ça nous est imposé et dans ce contexte, vraiment bravo d'avoir quand même de l'avoir fait. J'ai compris que c'était un grand succès.
Donc, il y a peut-être aussi des choses qui se dessinent sur l'avenir avec un mix digital présentiel. Et je trouve ça très bien. Donc merci à Yves, merci pour ce trophée, merci au comité scientifique, je crois que c'est comme ça que vous l'appelez, qui a, je suppose, décidé de me décerner ce trophée. Et voilà. Et j'espère, et longue vie au RNEI. Voilà. Ben, merci. Merci Catherine et encore bravo. Donc on va Bravo, passer, Catherine. Merci. on va passer à la dernière partie de notre journée, qui est le débat. Je dirais pas que c'est un éternel débat, mais c'est un débat qui revient à chaque crise. Mm. C'est comment évoluent ou comment vont évoluer les valeurs, comment les experts vont les prendre en compte. Alors on devait faire un débat normalement avec plus de monde, mais pour des raisons évidentes, présentielles, distancielles, c'était pas techniquement possible. Donc on a réduit le débat avec Catherine Dargent, Christian de Kerangal qui va l'animer et qui nous donnera en même temps sa vision en tant qu'institut de recherche, et puis moi-même. Donc je cède I leave the floor to Mr. Sir Christian de Kerangal pour pour lancer le sujet et le débat, en commençant peut-être par un petit peu un rappel macroéconomique du cataclysme qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup, Denis. Clairement, effectivement, face à la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, face à ses conséquences économiques et qui malheureusement prendront, à mon avis, beaucoup plus d'ampleur en 2021. La question évidemment se pose de comment évaluer un actif immobilier dans ces périodes où il y a moins de volume de transactions, moins de références et surtout beaucoup d'interrogations. C'est vrai que la tâche des experts immobiliers est particulièrement complexe en ce moment. Alors, quelques éléments juste de cadrage macroéconomique, vous en faites pas, ça va pas durer très longtemps, sur ce qu'on est en train de vivre. Globalement, donc, une crise sanitaire, un virus qui naît en Chine sûrement au quatrième trimestre 2019, qui se répand en raison de la globalisation et de la mondialisation des échanges et du tourisme, qui se répand au niveau mondial et qui va entraîner la prise en compte, par les différents gouvernements de mesures qu'on n'avait jamais vues depuis très longtemps, jusqu'à des mesures de confinement qui évidemment vont avoir un impact sur l'activité économique, sur les ménages particulièrement importante. Alors globalement, en fait, nous allons connaître cette année une baisse du PIB mondial de l'ordre de 4,4%. C'est la dernière estimation du FMI. C'est vraiment historique, c'est-à-dire que c'est même plus important que la crise de 29. Donc c'est un ralentissement mondial particulièrement important, mais qui révèle des fractures, en tout cas a accentué des fractures entre les grandes zones économiques du monde. Malheureusement, c'est la zone euro qui s'en sort le moins bien, parce que nous avons été très touchés d'une part par la pandémie et d'autre part nous avons eu nous avons réagi avec des mesures de confinement relativement strictes qui ont beaucoup affecté notamment les services. Et donc, avec le deuxième confinement que nous sommes en train de vivre, qui est en train de se terminer, mais nous avons très clairement un profil de croissance en W. Vous savez qu'au début de l'année, on se disait peut-être un V, peut-être un Nike, peut-être un Swoosh. Ce sera très clairement un W parce que les services sont en train de rebaisser très fortement dans toute la zone euro. À l'inverse, les États-Unis, qui pourtant sont eux aussi touchés par une deuxième vague, dans lequel on a le nombre de morts
par million d'habitants le plus élevé au monde, eux voient leur croissance augmenter avec une espèce de marche d'escalier, essentiellement parce qu'ils n'ont pas réagi partout avec du confinement, mais plutôt pas en ayant recours de manière beaucoup plus importante qu'en Europe, et même dans les pays du Nord, au télétravail. Et c'est la manière dont qu'ils ont mis en œuvre pour lutter contre le virus. Et puis la Chine, en Asie et notamment en Chine, il n'y a pas de deuxième vague. Il y a une croissance économique qui est plutôt forte, une croissance soutenue, et donc on voit bien une accentuation très forte des fractures entre les grandes zones. Alors pour la France, on s'attend entre moins 10 et moins 12% du PIB. Je vous rappelle juste que la crise de 2008-2009, qu'on disait une crise historique, c'était moins 2,9%. Donc on voit bien que ça va être très important. Et la stratégie de stop and go qu'a mis en place le gouvernement, elle est vraiment néfaste parce qu'elle inhibe les agents économiques en termes de décision d'investissement, à la fois les entreprises qui pour l'instant sont dans un attentisme énorme, et puis les ménages qui se constituent de l'épargne de précaution face justement aux problématiques économiques. Néanmoins, un point positif, c'est au troisième trimestre la très forte reprise de l'économie, plus 18%, et surtout la très forte reprise de l'emploi, ce qui est assez inhabituel en France. Donc vraiment, je tiens à le souligner, il n'est pas impossible qu'en 2021, on ait un rebond qui soit plus fort que ce à quoi on s'attend. Alors, dernier élément sur lequel je voulais insister, c'est qu'aujourd'hui, on a un espèce de bouclier de protection très efficace qui a été mis en place par le gouvernement à travers des aides publiques massives. Mais la difficulté, c'est qu'il masque la réalité microéconomique de notre société, notamment dans les secteurs les plus touchés que sont le transport, les loisirs, le commerce, l'hôtellerie, le tourisme, la restauration. Et il est clair que quand ce bouclier de protection va petit à petit se retirer, malheureusement, il risque d'y avoir pas mal de défaillances d'entreprises et une augmentation du taux de chômage qui sera vraisemblablement très significative. Et un des éléments qui nous fait penser cela, c'est l'évolution de la situation de trésorerie dans les services marchands qui est très dégradée aujourd'hui. Alors néanmoins, il y a une chose dont on ne parle pas assez, notamment dans les médias. On parle toujours des secteurs perdants, mais il y a aussi des secteurs gagnants. Et j'en citerai quelques-uns, comme les services de santé privés, les services électroniques, les télécoms ou l'agroalimentaire, et de manière générale le conseil aux entreprises, qui n'a pas si souffert que ça. Pas tant souffert que ça, excusez-moi. Sur les marchés immobiliers, juste un mot avant de passer la parole à Denis et à Catherine. On a des volumes globalement qui sont en très forte baisse. Si on regarde l'investissement de manière globale en immobilier d'entreprise sur les 9 premiers mois de l'année 2020, on est à moins 40% par rapport à 2019, alors qui certes était une année exceptionnellement élevée. Donc on est encore actif, mais on anticipe de l'ordre de 25 à 26 milliards d'euros de transactions pour l'année 2020. En bureau, une demande placée qui est en chute libre, de l'ordre de moins 45 à moins 50% par rapport à l'année dernière. Et puis si on regarde les levées de fonds institutionnels sont en baisse de 1/3 par rapport à 2019. Et la collecte des SCPI est en recul de moins 28% par rapport à 2019 également sur les 3 premiers mois de l'année 2020. Donc voilà un petit peu quelques éléments de cadrage. J'aimerais passer la parole à Denis et à Catherine. D'abord au niveau des loyers, en se disant, en essayant de regarder comment est-ce que vous appréciez à la fois l'évolution des loyers et peut-être avant l'impact des reports et des abandons de loyers qu'ont dû consentir les propriétaires. Denis ou Catherine? Alors, je vais laisser parler Catherine, mais avant, je voulais te poser une précision qui est importante. Oui, Parce que Jean-Claude Dubois en a parlé ce matin lors de son exposé. Le marché de l'investissement, quand vous dites oui, 25-26 milliards, c'est versus les 32 milliards 42. d'immobilier
banalisé, voilà, donc c'est plus grave. Ou 42 avec l'immobilier dit alternatif, c'est-à-dire les C'est résidences gérées, les hôtels, c'est tout etc. Donc on compris, passe de C'est ça, 42 total. compris. à 26. À 26, exactement. C'est tout compris hors Exactement, d'accord. résidentiel, par contre. Hors Il n'y a investissement pas de résidentiel. résidentiel dedans. Non. Il y a le résidentiel Oui, donc on a géré, quelqu'un. mais il n'y a pas le Ouais. résidentiel tout court. Ouais, donc bon, ça relativise un petit peu, mais ça reste quand même Pas beaucoup, hein. très C'est une forte spectaculaire. baisse, Ouais. quoi. Oui, c'est une très très Ok, forte baisse. je passe la parole à Catherine pour ouvrir sur le locatif. Catherine, sur Oui, les alors, loyers, comment tu vois les choses? évidemment, dans une évaluation, il y a la dimension des loyers et la dimension des taux. Hmm. Alors sur les loyers, je pense pas trahir un secret en disant que tout le monde est complètement perdu. Aujourd'hui, le problème, c'est que comme le marché s'est arrêté, alors il y a 2 types de loyers sur lesquels on travaille. Il y a le commerce et les bureaux qui répondent à des logiques, peut-être un peu différentes. Sur le commerce, pour l'instant, le marché est quand même très affaibli. Alors, je lisais pas plus tard qu'aujourd'hui un article sur les échos dans lequel Christian Dubois notamment s'est exprimé en disant que qu'il commençait à y avoir des renégociations, des négociations long terme en fait de loyers, enfin à l'occasion de renouvellement sans doute ou de nouvelles locations qui sont actés et que il a observé sur certains axes importants parisiens des baisses de l'ordre de 20 à 30 Voilà. À mon avis, ce type de négociation est encore assez limité puisqu'il faut du temps. Déjà, encore faut-il que les baux soient arrivés à renouvellement, puisqu'on a quand même on a quand même un effet retard. Hein, c'est qu'aux périodes triennales déjà qu'on verra un petit peu plus les choses, ou à la fin des baux, lorsque les locaux n'ont pas été libérés. Voilà, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été octroyées aux locataires, parfois de nature diverse, et donc pour essayer d'évaluer ce que peut être en théorie, puisque je rappelle que d'après la charte de l'expertise, hein, la définition de la valeur vénale, on cherche une valeur de marché actuelle qui peut être toute théorique lorsqu'il n'y a pas de marché, mais il faut qu'on la trouve quelque part. Donc, on essaye de développer des logiques. Alors, pour le commerce, il y a plusieurs façons de faire. Soit on dégrade la valeur locative, voilà, ce qui peut se concevoir. Après, le problème, c'est qu'on n'aura pas forcément énormément de termes de comparaison pour corroborer cette baisse. Après, on peut faire un abattement, mais là c'est pareil. Quel abattement, pourquoi? Mais bon, pourquoi pas? Et ensuite, il y a une troisième méthode qui peut être utilisée, qui est de considérer que si on prenait un local à bail aujourd'hui, eh bien le bailleur octroierait vraisemblablement une franchise très importante pour voir rentrer ce locataire et l'accompagner le temps que la situation s'améliore, ce qui laisse le temps de ce locataire de faire les travaux, de rentrer dans les lieux proprement, etc. Voilà. Et on peut en fait lisser cette franchise, aller chercher le loyer économique, c'est-à-dire sur la durée d'un bail théorique, le loyer moyen annuel sur une période de 9 ans, par exemple, ce qui dégrade la valeur, mais avec une logique derrière. Voilà, c'est peut-être plus facile que de la dégrader d'autorité quand on n'a pas de moyens de comparaison. Voilà, ça c'est une possibilité. Pour l'hôtellerie, pour les actifs de manière générale pour lesquels on raisonne en taux d'effort, voilà, donc on raisonne ce sont des méthodes dites professionnelles, la méthode hôtelière, où là on peut travailler sur le taux d'occupation et l'impact de ce taux d'occupation sur le chiffre d'affaires au fur et à mesure des années et travailler sur l'année 1, l'année 2, l'année 3 avec une dégradation des résultats je dis n'importe quoi, 60% l'année 1, 40% l'année 2, 20% l'année 3, et on revient petit à petit à la normale.
et on fait également un calcul économique sur la durée d'un bail. Voilà, ce qui peut également permettre une certaine logique. Voilà, en bureau. En bureau, ouais. Alors la situation est un petit peu différente dans la mesure où on a le même retard que ce dont on parlait, puisque sait qu'aux périodes triennales qu'on va avoir des congés. La situation est à mon sens un petit peu différente parce qu'autant en commerce, les commerces ont dû fermer d'autorité. En bureau, avec le télétravail, etc., il y a beaucoup d'entreprises qui ont quand même maintenu leur activité quelque part, même si elle est dégradée. Donc ça va se faire dans le temps, sur un choix aussi peut-être stratégique de développer un peu plus de télétravail, de réduire la voilure, bon, voilà. À ma connaissance, le marché était très pris par les sociétés de coworking notamment, qui vont peut-être devoir se réformer quelque part. Peut-être beaucoup vont, comme elles étaient en train de prendre des parts de marché, donc elles étaient en train elles ont beaucoup contribué à l'augmentation des valeurs ces derniers temps. Donc du coup, on va peut-être avoir le phénomène inverse. Voilà. Et en matière d'évaluation, pareil, faute d'éléments de comparaison. Alors il y en aura plus rapidement qu'en commerce, puisque déjà on parle de beaucoup plus de mètres carrés, puis c'est un marché qui est beaucoup plus suivi par les statistiques aussi, qui est plus facile à maîtriser peut-être. Mais aujourd'hui, on peut peut-être aussi fonctionner avec ce système de franchise pour un nouvel entrant qui peut peut-être permettre d'évaluer un petit peu en attendant que le marché nous montre un petit peu plus ses fondamentaux. Voilà. Alors là, sans doute, Denis peut parler du marché du bureau mieux que moi, mais pour l'instant, c'est un peu, on est tous au milieu du gué en réalité, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'on est sur le marché du bureau, on est sur un marché à trois pattes, quoi, trois vitesses. Un marché qui est le prime, on va dire dans les meilleurs pays et dans tous les pays, presque tous les pays d'Europe, les bonnes localisations avec un bail d'une durée substantielle, un loyer qui est à peu près le loyer de marché, un bon preneur, les prix sont ceux de février. Ils n'ont pas bougé. Et même dans certains cas, on voit une compression des taux. Il y a une prime à la rareté, une prime à l'occupation. Oui. Mais ça ne concerne qu'une partie, une fraction minoritaire du marché. Après ça, on a des opérations, je dirais, qui sont pas du prime, mais qui sont de bonne qualité, louées, notamment en région. Je pense à Lyon, où le marché a pas mal tenu. Et on n'a pas pour l'instant de baisse sensible. Par contre, il y a un troisième pan du marché, où là, on est c'est pas l'homme invisible, c'est le tiers invisible. Pourquoi? Parce que les transactions ne se font pas. Ce matin, Jean-Claude Dubois expliquait que pour BNP Paribas, il y aurait à peu près 3 milliards de deals en investissement bureau qui ne seraient, de retrait du marché, et donc de deals qui ne se feraient pas. Donc sur un marché de 26 milliards, c'est 6% du marché qui est extrêmement difficile à coter, puisqu'il n'y a pas coïncidence entre les prix que voudrait proposer post-Covid l'acheteur et les acceptations, le degré d'acceptation du vendeur. Donc on va dire on est sur un marché où on peut avoir des repères sur à peu près, on va dire une bonne moitié quand même du marché, une grosse moitié du marché, et une assez grande inconnue quand même sur le reste. Et il faudra sans doute, on parle toujours du marché de l'investissement, mais le marché de l'investissement dépend aussi du locatif, que les entreprises bougent. Parce qu'en période de crise, Christian a connu ça comme moi, sous d'autres cieux. Je me souviens d'une réunion de MSCI dans les années 2009, 2010, où il y avait des débats houleux sur la prise en compte
par les experts, avec plus ou moins de retard, des décotes de l'époque, qui finalement ne se sont pas annoncées d'ailleurs, ne se sont pas révélées si dramatiques que ça. Mais ce qui se passe dans une période comme ça, c'est que l'attentisme des utilisateurs va rejaillir sur les investisseurs. C'est-à-dire que l'utilisateur, aujourd'hui, de bureau, il ne sait pas s'il va avoir 10% entre les problèmes économiques et le télétravail. Est-ce que son besoin en surface va se réduire de 5, de 10, de 15 ou de 20%? C'est complètement ouvert et ça dépend des entreprises. Il y a une place de travail qui va remettre à disposition de ses salariés ne seront pas exactement les mêmes ou avec la même densité ou sous la même forme que ceux qu'il avait avant. Et très souvent, il ne sait pas, l'utilisateur final, le locataire, précisément aujourd'hui de ce qu'il va avoir besoin demain. Il va y avoir un certain temps de latence pour que s'expriment de nouvelles demandes et pour qu'elles bougent, pour que les entreprises bougent. Donc ça veut dire à la location. Voilà. Et le troisième, c'était rester dans une logique très concentrée sur les grandes villes, les grands centres, Paris-Lyon notamment pour citer les plus importants, où est-ce qu'on risque d'avoir une relative, je dis bien relative parce que je ne pense pas que ce soit énorme, balkanisation de petites unités en périphérie des grandes villes. Mais à l'heure actuelle, en termes d'offres, sur le plan locatif, la deuxième couronne et les banlieues nord et ouest présentent une offre potentielle très importante et que donc c'est pas un facteur c'est un facteur des loyers. Alors soit du facial, soit de Gno. Excuse-moi, Christian, je t'ai pas laissé terminer. Aucun souci. Juste pour éclairer un petit peu ce que vous venez de dire, globalement, les prévisions de marché de BNP Paribas Real Estate, c'est justement, en tout cas, une évolution de la demande placée qui repartirait à la hausse l'année prochaine, mais pas de manière très forte, évidemment, parce que, comme tu viens de le dire, Denis, en tout cas en bureau, il y a d'abord un attentisme très fort lié à la crise économique elle-même, à la crise sanitaire et à la crise économique, et puis effectivement, de manière plus structurelle, au devenir, à l'évolution des modes de travail et à l'impact que cela pourrait avoir à moyen et long terme sur la demande de bureaux et sur le parc de bureaux. Alors, je rajouterais par rapport à ce que vous avez dit, juste un élément qui me semble important, c'est aussi, qui est conjoncturel certes, mais qui va aussi impacter un petit peu les valeurs, c'est l'évolution de l'indexation, avec un ILAT et un ILC qui sont attendus en baisse pour les 4 trimestres qui viennent. Alors nous, on a estimé entre 4 et 5%, je sais que d'autres sont plutôt aux alentours de 2% de baisse, on verra bien ce qui se passera, mais en tout cas, on va conjoncturellement vivre une période de baisse de l'indexation des loyers. Alors, il y a un autre élément qui me semble vraiment important, c'est maintenant, si on parle de taux de cap, et donc on reste avec les valeurs dont tu parlais, Denis, c'est l'évolution de la prime de risque. Et en début d'année, on avait un écart entre, par exemple, le taux de cap du bureau Prime Paris QCA et le taux d'intérêt réel de l'OAT 10 ans qui était supérieur de plus de 1% au niveau moyen depuis 96. Donc, on est rentré dans la crise quand même avec un niveau de prime de risque qui était très confortable et très positif. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments de la prime de risque qui vont évoluer et j'en vois deux.
partie prime de risque locative va devenir de plus en plus importante parce que effectivement, vous, experts, allez prendre de plus en plus en compte la santé financière et la capacité à résister des entreprises selon les différents secteurs d'activité, selon les qualités de signature, etc., etc. Et clairement, les marchés d'actions et de crédit envoient des signaux très clairs sur la divergence des primes de risque entre les différents secteurs économiques. Et puis, à moyen terme, on pourrait voir augmenter pour certains actifs, et voire même pour un certain nombre d'actifs, la prime de risque d'obsolescence, parce qu'on a notamment pour les bâtiments, qui ne permettront pas une certaine flexibilité entre les usages, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions sur l'équilibre entre bureaux et logements, entre commerce et logistique, voire entre territoires, et c'est ce que vous avez abordé. Qu'est-ce que, Catherine, sur l'évolution de cette prime de risque, qu'est-ce que tu peux nous dire et sur les différences entre les différentes typologies d'actifs? Alors, sur la prime de risque liée à la qualité du locataire, c'est quelque chose qu'on a un peu l'habitude de manier, même s'il y a des périodes de crise où on est un petit peu démuni et où on tape soit un peu trop haut, soit un peu trop bas en général. En revanche, tu mentionnais la prime d'obsolescence. Et ça, je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui et qui va sans doute s'accélérer en fait avec la crise. Souvent, l'obsolescence est le facteur en fait qui s'accélère avec la crise. Et là, en plus, on est à une période, il y a une période charnière avec tout ce qui concerne le développement durable, les enjeux climatiques, voilà. On a commencé à travailler sur la valeur verte il y a quelques années. On a un peu pataugé. On a voulu faire donc l'ARIX a fait beaucoup de travaux là-dessus. On a voulu faire des calculs empiriques pour essayer de comprendre quelle pouvait être la prime. Alors d'abord, on était dans une surprime à l'immeuble vertueux. Et puis on s'est rendu compte que tout ce qui était BREEAM, etc., toutes les certifications concernent une petite partie du patrimoine, mais loin s'en faut la majeure partie du patrimoine. Et donc on en est venu plutôt à une sous-prime en fait, enfin une surprime ou à une sous-cote pour obsolescence, c'est-à-dire qu'en se disant que c'était peut-être les actifs les moins vertueux qui souffraient en réalité. Ce qui était une réalité, seulement on a eu du mal à le chiffrer. Il y a eu quelques chiffrages de faits de par le monde, mais rien de bien convaincant, et surtout sur de l'immobilier d'habitation, à ma connaissance, des logements individuels. Et du coup, on n'y est pas arrivé. On est aujourd'hui sur un nouveau travail sur lequel Franck Hovorka travaille beaucoup, qui est la taxonomie. C'est un nouvel essai au niveau européen qui consiste à... Pas la taxidermie, c'est la taxonomie. Voilà, pas la taxidermie, à pas confondre. Mais qui est à l'origine une matière des sciences naturelles, mais qui maintenant concerne toutes les autres matières, et qui consiste en fait à trouver la valeur résiliente, et à diviser l'immeuble en différents paramètres. Ce qui est une autre façon de mesurer l'obsolescence. Et je pense que là, cette prime de risque à l'obsolescence, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur et qui va nous obliger, nous experts, à travailler beaucoup plus sur la dimension technique des immeubles. Et donc à s'entourer de sachants pour ce faire, pour savoir si les immeubles sont capables de devenir vertueux et à quel coût, ou s'il vaut mieux carrément les démolir. Et aujourd'hui, peut-être, mais ça, Denis peut sans doute donner son avis là-dessus, la situation est encore plus compliquée puisque on a aussi, il en parlait très justement, tout ce qui va concerner peut-être un nouveau changement d'organisation des entreprises et donc des nouveaux besoins en matière de bureaux, plus ce que tu disais, Christian, ce qui concerne la nécessité aussi de pouvoir changer les usages
d'un bâtiment. Mais là, on est encore très très loin d'avoir fait le tour de la question. Mais il y a des expériences qui se tentent et qui vont se tenter. Mais il y aura, Denis, ouais. Stéphane Imovic soulevait en matière de logement des nouveaux usages en termes de logement ou des choses qui tournaient autour du logement, le co-living, Airbnb, etc. C'est quelque chose, moi, que j'avais déjà souligné pour les bureaux, c'est la réversibilité. Il est certain que dans un monde qui change tout le temps, un des moyens d'éviter ou de limiter le coût de l'obsolescence, c'est d'avoir des bâtiments qui soient réversibles ou réversibles sans que ce soit des travaux d'ampleur pharaonique. Et donc ça, c'est un chantier pour demain, parce que c'est très très dur à chiffrer. On parlait de la valeur verte, mais c'est pas plus évident de dire aujourd'hui pourquoi et si un bâtiment vaut plus cher, parce il est transformable dans une certaine mesure. On a une question qui est posée par des participants, des assistants, concernant les précautions à prendre par les experts dans la rédaction des rapports. Alors mais je laisserai à Catherine également s'exprimer là-dessus. Pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a une chose que le RICS, Tegova, l'Institut français de l'expertise, le comité de la charte, ont développé depuis la crise de 2009, c'est ce qu'on appelle, de 2001 même, après les attentats du 11 septembre, c'est ce qu'on appelle le uncertainty clause, c'est-à-dire un warning, on dirait général, qui est mis dans les rapports d'expertise en disant nous avons fait cette expertise en vue des comparables, des éléments de référence que nous avons aujourd'hui, mais le marché, compte tenu de la situation économique, peut bouger extrêmement vite, et donc on met en garde le client ou le lecteur en disant ce qu'on raconte ne sera pas forcément valable très longtemps, et il ne faut pas hésiter à revenir vers nous plus vite que d'habitude, notamment en cas de mise en vente ou en cas de proposition d'achat, etc. Le deuxième, c'est des recommandations, je dirais, ad hoc, qui, elles, sont en fonction de chaque marché, de chaque cas particulier. On voit bien qu'aujourd'hui, les marchés qui sont les plus atteints, ne serait-ce que psychologiquement et à cause des fermetures administratives, ce sont les commerces dits non essentiels et les hôtels. Donc là déjà, très souvent, les experts ont neutralisé des périodes de loyer ou ont prévu ils ont prévu des indexations de loyer négatives dans les cash flows. Ils ont prévu, même si ça n'avait pas été tout de suite consenti, éventuellement une franchise ou une remise de loyer ou un report de loyer pendant la période de confinement pour les locataires. Puis après ça, il y a la problématique du taux de rendement. Le taux de rendement, il est effectivement basé sur des termes de référence, mais il est aussi basé sur ce qu'on voit de la confiance des gens. Et donc, il y a des précautions à prendre qui effectivement ne seront pas les mêmes suivant qu'on évalue un bureau prime à la Part-Dieu ou qu'on évalue un commerce dans une localisation secondaire. Où là, il faudra être peut-être plus restrictif ou plus prudent sur la visibilité en termes de loyer et de valeur vénale. Et au niveau des classes d'actifs, il est bien évident que si on prend de façon décroissante, c'est les commerces, les hôtels, les bureaux, où il y a les interrogations dont nous parlions tout à l'heure. Puis il y a des classes d'actifs qui ont le vent en poupe. Hein, le résidentiel, les résidences gérées, la logistique. Là, non seulement l'intérêt n'a pas faibli, mais ce qu'on voit même sur le résidentiel, pour les investisseurs, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande potentielle, que ce soit la demande des investisseurs français ou des investisseurs étrangers. Donc, pour résumer, les réserves que doivent prendre l'expert, il est prudent de mettre une réserve générale, comme un certain nombre d'associations professionnelles l'ont recommandé. Et en plus, il faut
adapter, le cas échéant, une réserve complémentaire suivant la classe d'actifs et la situation au sein de la classe d'actifs de l'immeuble qu'on évalue. Alors, sur Catherine? le logement, oui, sur le logement, alors oui, je voulais juste compléter ce que Denis vient de dire. Sur le logement, on ne sait pas, parce qu'en revanche, les banques prétendent beaucoup moins la vente des logements à la découpe, je dirais, à l'unité, le marché des particuliers. On ne sait pas ce qu'il va faire, mais il est vraisemblable que ça baisse un peu, d'autant que on sort quand même de plus de 10 ans de hausse continue. Donc au bout d'un moment, voilà, il y a la question de la D'accord. solvabilité et la question des banques qui va se poser. Et donc là où ces derniers temps on avait en fait pratiquement pas d'écart, on avait même une surprime aux immeubles, à la vente des immeubles entiers par rapport aux immeubles à l'unité, on va dire. Là, cet écart va peut-être en effet augmenter très fortement, puisqu'on a d'un côté des investisseurs qui plébiscitent maintenant le logement, parce qu'au moins le logement c'est plein, voilà, ça se loue toujours, et au moins les loyers sont relativement stables. Voilà, donc après il y a que le taux qui peut varier, mais au moins sur les valeurs locatives on est à peu près tranquille, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'actifs. Et en revanche sur le marché des particuliers, on va peut-être ne pas évoluer dans le même sens, donc il y aura peut-être une surcote plus importante que ce qui existe aujourd'hui. Donc il y a 20 ans, on était dans une sous-cote, il y avait quand on achetait un immeuble en bloc, on l'achetait beaucoup moins cher que la somme des lots. Aujourd'hui, on a déjà une petite surcote depuis un moment, et cette surcote va sûrement s'améliorer. Sur les autres classes d'actifs, Voilà. Quand juste tu dis ajouter, surcote, excuse-moi Catherine, quand tu dis oui, surcote, c'est surcote pour le bloc, sur le bloc. pour le bloc, voilà, tout à fait. Exactement. Alors que normalement, c'est entre 10, enfin en période normale, c'est 10-15% de moins sur le bloc De moins. que sur la vente à Voilà. l'unité. On Enfin, a vu c'était des plus le cas périodes avec déjà. Christian, Oui. tu as dû le vivre en 2009, où on a eu un pas gros bobo sur les prix à l'unité, notamment à Paris. Mm, Et par contre, un marché de l'investissement où les investisseurs ne voulaient plus acheter de résidentiel. Ça a mm, duré un an. Et mm. puis là, depuis 3-4 ans, ils sont revenus en masse sur le résidentiel et le Covid est en train d'accélérer, d'aggraver cette situation. Mm. Tout à Alors, fait. Oui, même en 2018, 2017, 2018, ces dernières années, là, on avait pratiquement plus de décote entre le bloc et le Ah, détail. Mm. Et- mais est-ce que ça va aggraver ou est-ce que c'est une évolution qui est intéressante? C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'offres aujourd'hui Oui, et donc moi je trouve que c'est le retour des investisseurs institutionnels vers le logement est plutôt une bonne nouvelle, ne serait-ce que oui, parce bien que ça sûr. peut permettre de créer des logements, notamment des logements abordables, de qualité, Qui manque, euh, bien sûr. qui manquent profondément Mm. dans les grandes métropoles. Non, Donc, non, bien sûr, ça va tout à fait dans le sens de ce qui manque aujourd'hui, puisqu'on sait que cette phase intermédiaire entre le logement social, le logement social a plutôt progressé, mais le logement intermédiaire, par contre, manquait cruellement. Donc ça va plutôt aller dans le bon sens. Il y a la logistique aussi qui va sans doute ouais, énormément bouger, et sur laquelle on a actuellement des mouvements intéressants, et des investisseurs internationaux très qui sont de friand. plus en plus attirés, voilà. Mhm. Mais aussi, on a différentes catégories de logistique qui se dessinent, avec une logistique urbaine entre guillemets, proche des grandes métropoles, dont les loyers augmentent assez fortement. Et c'est un petit peu difficile à suivre ça aussi, puisque c'est un marché assez rare. Il y a assez peu d'éléments de référence, et je pense que ça va être un marché. C'est tout un nouveau marché en réalité qui est en train de se De se développer. développer. Oui, Mm. oui, tout à fait.
Mais est-ce qu'on n'est pas en train est-ce que par contre, quand je vois certains taux de rendement prime pour la logistique qui passent en dessous de 4%, on est à 3,90, 3,80, est-ce qu'on paye pas trop cher les actifs logistiques? Bah, ce qui est certain, c'est qu'on sort d'une logique purement immobilière, puisque Mm. historiquement, les taux de rendement de la logistique sont plus élevés que sur le reste. Pourquoi? Parce que c'est d'une typologie de bâti qui vit peu longtemps. C'était ça la Mm. logique de Mm. départ. Voilà. Tout à fait. Et Donc comme on est toujours, il y a sorti de une cette bonne. logique. Ouais. Mm. Mm. Non, je suis d'accord avec Catherine, mais comme toujours, il y a une bonne et il y a une mauvaise raison. Les, les, les constructeurs, les spécialistes de logistique diront la logistique qu'on construit aujourd'hui, ou qu'on reconstitue aujourd'hui, la grande logistique XXL, c'est des bâtiments en termes de durée de vie qui sont beaucoup plus durables que les bâtiments qu'on construisait il y a 20 ans, ou a fortiori il y a 30 ans, qui étaient souvent des parapluies. Ça, c'est la bonne raison. Donc, comme la durée de vie du bâtiment, la durée de vie économique ou physique du bâtiment est plus longue, c'est logique que le taux de rendement, on accepte un taux de rendement plus bas. La mauvaise raison, c'est que c'est l'effet de mode. Mm. Hein, à un moment donné, tout le monde veut du résidentiel. L'avant-veille, personne n'en voulait. En matière de logistique, j'ai connu au moins dans ma carrière 4 revirements. La Mm. Furia, où tout le monde achète de la logistique, ou cherche à en acheter, et au contraire, la logistique, produit maudit, Mm. personne, avec des amplitudes de valeur absolument considérables, énormes. Donc, en général, quand il y a des phénomènes comme ça aussi lourds en termes de variation de valeur, il y a plusieurs explications. Certaines sont logiques, d'autres pas. Et la Mm. logistique en est, à mon avis, une bonne Mm. illustration depuis 2, 3 ans. Alors maintenant, je vais vous demander ce qu'on ne demande jamais à un expert, mais tant pis. Je vais vous demander à tous les deux vos anticipations pour l'année prochaine. Comment est-ce que pourraient évoluer les grands marchés en 2021 quand on sait que il est clair que malheureusement l'économie va se dégrader. Enfin, tout ce que l'État met sur la table va petit à petit se retirer, même s'il va y avoir un plan de relance. Comment est-ce que vous voyez évoluer les grandes classes d'actifs euh, en 2021? Mm. Alors moi, je Difficile, ferais hein? une réponse de Normande d'adoption. C'est-à-dire que je pense que Normal. 2021, ce sera un peu tôt. Je suis pas sûre qu'on y voit beaucoup plus clair en 2021 qu'en 2020. Mhm. Pour l'instant, Pourquoi? parce que déjà là, on n'est même pas sorti du confinement. Mhm. Comme je disais tout à l'heure, sur les baux commerciaux, on a un temps de latence qui est important parce que tous les baux ne sont pas au renouvellement, tous les locaux ne sont pas vides non plus, et les locataires peuvent pas donner congé comme ça du jour au lendemain. Je mets un peu les commerces à part puisque ça, Mhm. avec évidemment avec les défaillances, Mhm. ça se libère. Ça va se libérer. Il y a une partie des commerces qui vont se libérer, mais enfin, il y a quand même, on dit les défaillances, mais enfin c'est pareil, dans le commerce, il y a énormément d'enseignes. Les enseignes, elles ferment les points de vente qu'elles veulent fermer, mais pas forcément tous. Donc il y a un effet retard qui est dû à la mécanique des baux déjà. Donc un an, c'est pas beaucoup. Et là, pour l'instant, il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore sous perfusion pendant quelques mois. Là, Mhm. voilà. Et donc je pense que 2021, alors sans doute sur le marché de l'investissement, par contre, on y verra beaucoup plus clair parce que là, il y a tous les deals. En 2020, non seulement les chiffres que tu as annoncés sont catastrophiques, mais c'est peut-être encore pire que ça parce que tous les deals ont mis 6 mois à se faire entre Mhm. le confinement, le retard des banques, les machins, voilà. Donc, ce qui veut dire que ces deals-là l'année prochaine, ils seront pas là. Mhm. Donc peut-être que ce sera pire sur le marché de l'investissement, ça sans doute. Maintenant, sur le marché de l'évaluation, en termes d'évaluation,
Nous, c'est toujours pareil, on a besoin de termes de comparaison. Donc, on pourra jouer sur les primes de risque, oui, Ouais, ouais. mais il faudra attendre que les termes de Inflation comparaison limitée. soient là. Ah, voilà. Denis? Non, mais il est vraisemblable alors. Moi, je ne fais plus d'expertise directement, moi, ou alors très exceptionnellement, mais je pense qu'on va avoir une correction sur les revenus, évidemment, actuels, sur les revenus de marché présumés et sur les indexations. Donc, on Mm, va avoir à la fin de l'année, ça avait déjà commencé au 30 juin, on va avoir au 31 décembre des révisions sur la partie revenus. mm, Je pense qu'au niveau des taux de rendement, il y aura beaucoup moins de remontées de taux de rendement. Il n'y aura pas de baisse, ou très peu. Mais il n'y aura pas non plus forcément de remontée de taux de rendement parce que le paysage en transaction est un peu univoque. mm. Comme on le disait tout à l'heure, il est composé qu'une partie de transactions. Je pense néanmoins qu'il est vraisemblable que certains experts vont pratiquer en matière de commerce et en matière d'hôtel une légère remontée de taux, ne serait-ce que pour marquer le coup, même s'ils n'ont pas C'est le obligatoire. comparable. Voilà. Mm. Donc, la baisse de revenus plus une montée relative, modeste, mais une montée quand même des taux, ça va traduire des baisses quand même relativement significatives pour le 31-12. Pour le 30 juin, je suis de l'avis de Catherine, ça va être encore plus compliqué parce qu'il va y avoir des retraits de la vente. Ce qui a été retiré de la vente, là, ces derniers mois, ne sera pas forcément vendu d'ici le mois de juin. Par contre, j'espère et je pense qu'on pourra y voir plus clair et qu'on aura, pour l'ensemble des classes d'actifs, un meilleur appui pour faire la cotation à la fin 2021. Mais c'est vrai qu'on n'est pas au bout de nos peines et on n'est pas au bout de la baisse. Non. En attendant, il faut vraiment, parce que tout à l'heure j'en ai pas parlé, mais au sein du comité de la charte, pendant le premier confinement, plusieurs organisations avaient proposé qu'on rédige un petit paragraphe pour aider les experts à mettre un petit paragraphe de réserve pour dire, comme l'a dit Denis très justement tout à l'heure, que les valeurs sur lesquelles on se prononçait n'étaient peut-être pas valables très longtemps puisqu'on les faisait dans un cadre qui était un cadre de crise et un cadre où on n'avait pas beaucoup d'éléments de marché pour nous appuyer. Voilà. Donc soit parmi les 16 organisations membres du comité de la charte, on a laissé la liberté à chacun. Hein. Soit les organisations avaient elles-mêmes rédigé déjà un paragraphe de réserve, voilà. Soit l'expert ou l'organisation pouvait reprendre ce qui a été proposé par le comité de la charte. Donc il existe quelque chose qui sera sans doute complété. Bon, maintenant j'ai passé la main à Jean-Yves Bourguignon qui aura sans doute à retravailler là-dessus cette année et on l'aidera pour ça. Mais je pense que c'est sans doute en matière de rédaction et de réserve, il y a encore des choses à prévoir dans les rapports. Bien, eh bien écoutez, on arrive au terme de ce débat. Un grand merci pour vos apports. On voit il y a encore énormément de questions. Moi, mon impression, c'est aussi qu'on va avoir une divergence de plus en plus forte entre les actifs, avec des actifs qui vont continuer à être très recherchés et donc potentiellement, alors peut-être pas en commerce et en hôtellerie, mais en tout cas en bureau, pourrait voir une très très légère même baisse des taux, mais effectivement des marchés plus périphériques qui vont plus souffrir et notamment avec donc ça c'est le court terme et puis des tendances de moyen terme qui pourraient accélérer l'obsolescence d'un certain nombre d'immeubles sans compter la prise en compte nécessaire du changement climatique que tu as évoqué, Catherine, qui effectivement, là aussi, nous réserve des évolutions de valeur, je pense, assez significatives. Donc un grand merci pour ces différents éléments et j'espère que vous avez tous apprécié ce débat
Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée après cette première journée des RNEI particulièrement dense. Merci à tous. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci.